Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. Extrêmement content que vous ayez encore une fois cliqué sur l'épisode. Merci beaucoup de nous suivre. Je suis Philippe Drolet et je suis avec mes deux acolytes, Olivier Foy et Charles Deschamps. Bonjour! Ça va bien les boys? Très bien. Très content d'être là. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui me fait particulièrement plaisir. C'est un journaliste à la presse. Il anime aussi il anime plein d'affaires, mais il anime en ce moment le podcast Juste entre toi et moi. Et il a animé aussi le podcast Deviens-tu ce que t'as voulu. On est avec Dominique Tardif. Comment ça va, Dominique? Bonjour, ça va bien, merci. Là, je sais pas où regarder, là. Mais j'anime pas tant d'affaires que ça, là. 2 podcasts, c'est assez, là. Ben, c'est beaucoup de podcasts. Ouais, non, mais il y en a un. Deviens-tu ce que t'as voulu, c'est terminé, ou du moins, c'est en jachère, en longue jachère. Ouais. Mais c'est encore disponible. Puis, C'est encore disponible. De très bonnes entrevues intemporelles avec des humoristes de renom. Oui, il y en a quelques-unes dont je suis spécialement fier. Celle avec Louis-José Hood. C'était une bonne. Surtout que, là, il y en a fait davantage depuis ce moment-là, des podcasts, mais il en fait pas tant que ça. Ouais. Donc, une présence de Louis-José Hood dans un long format comme ça, c'est toujours spécial, c'est toujours précieux. Là. On parlait avant de filmer que c'était pas vidéo, justement, mais ça rajoutait encore plus à l'intimité. Genre, on se sentait vraiment dans la pièce avec toi, ce moment privilégié-là d'avoir une entrevue avec Louis-José. Oui, c'est ça. J'ai reçu aussi juste entre toi et moi, quelqu'un que vous connaissez peut-être, Yvon Deschamps. Là, j'ai l'air de braguer. C'est quand même pas pire. C'était pas pire. Puis là, on a fait l'entrevue, celle-là, on l'a fait dans les bureaux de sa fondation, dans le centre-sud. Wow. Puis là aussi, c'était un moment d'intimité assez un moment d'intimité. Là, ça sonne comme si on était nus. Monsieur Deschamps a gardé ses vêtements, j'ai gardé les miens aussi. C'est pour ça que c'est pas filmé, hein? C'est pour ça que c'est pas filmé. Je comprends. Et voilà, j'ai enfin révélé mon grand secret. Comment tu gères en faisant tes recherches sur quelqu'un, poser des questions qui a déjà été posé mais que tu veux creuser plus profond ou aller dans l'originalité, mais des fois peut-être passer autour de sujets que ont déjà été répondus mais que tes auditeurs n'ont pas nécessairement entendu. Ouais, c'est un équilibre difficile à trouver parce qu'effectivement tu veux pas faire la même entrevue qui a été faite 10 fois, surtout avec quelqu'un comme Louis-José en a déjà accordé des centaines voire des milliers des entrevues, mais bon, Yvon Deschamps, il en a accordé beaucoup des entrevues. Après, ce qui est intéressant avec une personne comme lui, puis ce que j'essaie de garder en tête, c'est que c'est le fun de lui parler au présent. Donc, j'essaye, dans ce type d'entrevue-là, mettons, j'ai interviewé aussi Jeannette Bertrand, puis tu sais, Jeannette Bertrand, elle aussi, elle en a fait des dizaines de milliers des entrevues, puis elle a écrit son autobiographie, elle s'est racontée de long en large chaque seconde de sa vie, ou presque a été documentée. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Ben, ce qui reste à faire, c'est de lui poser des questions que seul moi, je peux lui poser. Puis là, ça veut pas dire d'abuser de référence à ma vie personnelle, mais mettons, dans ce cas-là, j'avais posé des questions sur ma propre vie de papa par rapport à mes filles, parce que c'est un sujet auquel elle a beaucoup réfléchi, la parentalité, Madame Bertrand. Puis avec Yvon Deschamps, ben c'était intéressant aussi de lui parler du monde de l'humour aujourd'hui, parce qu'il est quand même il se tient au courant de ce qui se fait. Il est encore en contact, il est bon ami avec plusieurs humoristes qui sont on le voit encore dans les premières. Ils sont tous plus jeunes que lui. Oui, c'est ça. Il va faire son tour dans les premières assez régulièrement. Il participe à chaque année, si je me trompe pas, à sous-écoute avec Mike. Qui viennent me voir en show dans un open mic quand même. Ouais, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a commande là? Mais Yvon commande. Il était ça d'être vraiment à jour. Moi, j'étais coloc avec Phil Roy, puis dans sa cour de l'école nationale Moore, il y avait la fille d'Yvon qui était Annie. Fait que chaque fin de session, il jouait devant Yvon Deschamps. Wow! Non, c'est pas le fun. C'est stressant que le calice, là. Parce que la personne qui a inventé ta forme d'art est présente, là. Ouais. C'est comme si tu fais un de tes premiers shows, puis il y a de rock'n'roll, puis il y a Elvis Presley qui est dans la salle, tu sais. C'est un peu intimidant. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais donc, pour finir de répondre à ta question, Charles, j'essaie de trouver un équilibre, puis aussi de garder en tête que c'est pas vrai que toutes les personnes qui écoutent l'entrevue ont écouté toutes les autres qui l'ont accordé. Fait que j'essaie, puis ça dépend des gens. Tu sais, des fois, tu vas avoir des invités de cet âge-là qui ont un vécu aussi riche qu'Yvon Deschamps, qui se souviennent parfaitement de chaque seconde de leur vie, puis qui sont contents de raconter un moment qu'ils ont jamais raconté. Puis il y en a d'autres. Tu te rends compte rapidement qu'ils ont raconté une version de leur carrière puis de leur trajectoire toute leur vie, puis c'est la seule qu'ils sont capables de raconter. Ils ont comme tapé une cassette puis elle sort plus de là. C'est ça. C'est difficile de sortir par pudeur de la vie personnelle, tu penses? Ou... Ouais, je pense que des fois aussi c'est comme la mémoire qui travaille de cette manière-là. À force de raconter un événement d'une certaine manière, c'est cette version-là qui finit par coller. Mais tu sais, par exemple, avec Monsieur Deschamps, je lui avais fait parler du moment où il a
tenter une carrière, où il aurait pu avoir une carrière aux États-Unis. Puis il y a un vinyle qui existe d'Yvon Deschamps en anglais. Il avait présenté quand même plusieurs spectacles en anglais. Je savais même pas ça. Ouais, ça existe. J'ai ça dans ma collection à la maison. Puis c'est très bon. En fait, je les ai toutes ici, les vinyles d'Yvon. Je savais même pas que celui-là existait. Il y a plusieurs de ces des monologues classiques d'Yvon Deschamps qui a traduit, qui a adapté en anglais. Puis c'était une carte de visite pour essayer d'obtenir. Là, peut-être que je raconte l'histoire. Vous irez écouter mon entrevue avec Yvon Deschamps. Puis c'est raconté dans plusieurs de ces... c'est Yvon Deschamps qui t'appelle. Ouais, c'est ça. Il était question qu'il soit la star d'un sitcom aux États-Unis. Ah, ouais! Puis si je me souviens bien... Seinfeld, je pense. Oui, exactement, c'est ça. Puis mais dans ces quelques années avant Seinfeld, bien sûr, c'est dans les années, je pense que c'est comme fin 70, début 80. Puis ça supposait trop de sacrifices. Pour les unions qu'os ça donne en anglais, je sais pas comment ça se traduit exactement. Je sais pas s'il y a ce monologue-là, parce qu'effectivement, celui-là est très ancré dans la réalité québécoise. Ouais. Qu'est-ce qui change entre quand tu fais une entrevue qui va être écoutée par des auditeurs et une entrevue pour faire un article après ça? Ben, c'est que quand je fais une entrevue pour un article, je peux vraiment me permettre d'être moins préparé. Mais je peux me permettre d'être un peu plus slack, puis d'aller chercher les perles dans... Oui, c'est ça, puis d'essayer des choses. Si je pose une question à quelqu'un dans une entrevue pour un article, puis ça débouche sur rien, il y a juste cette personne-là et moi qui allons le savoir. Tandis que là, si c'est pour un balado, je peux faire un peu de montage, mais il y a quand même des limites. Puis il y a aussi une limite de temps dans le sens où je peux pas faire une entrevue de 3 heures pour garder une heure et demie. Donc, j'essaie quand même d'être mieux préparé. Puis aussi, lorsque je pose des questions, surtout avec des invités qui ont une longue carrière, il faut que je mette un peu les choses en contexte. Donc, si tu veux parler, comme là, j'en ai parlé tout croche du passage en anglais de la carrière d'Yvon Deschamps, mais là, quand je lui parle, il faut que je donne les bonnes dates. Là, sinon, je comprends. Mais corrige-moi si je me trompe, idéalement. Mais en réécriture, mettons que tu fais une entrevue pour un papier, mettons, ben on dit, c'est plus papier, là, mais papier, on se comprend. Pour l'écrit, tu peux retravailler le narratif de l'entrevue après, c'est-à-dire que tu sais, ton truc avec PY, que tu l'as suivi, mine de rien, c'est genre, il y a quasiment 30% de ce texte-là qui est dédié au popsicle. Genre. Oui, c'est ça. Tu sais, tu peux retravailler le narratif de manière joke un peu après. Alors qu'il y a eu 1000 choses qui se sont dites. Là. Exactement. Puis il faut quand même, j'essaie d'être respectueux de ce qui a été pour vrai la journée. Là. Tu sais, quand même, dans ce cas-là, bon, c'est devenu un véritable running gag tout au long des plusieurs heures durant lesquelles j'ai accompagné Pierre-Yves Desmarais puis Sam Boisvert qui faisait sa première partie. Parce que les gars, pour mettre en contexte les gens, les gars faisaient un show à Drummondville. C'est un des derniers rodages de Pierre-Yves avant sa première à Montréal. Puis là, j'arrive dans la loge vers 3h30, 4h, puis il y a une affiche à Drummondville, vous êtes peut-être déjà allé, puis c'est la ligne Popsicle qui est mise à la disposition des artistes qui sont en spectacle à la Maison des Arts. Au Carré 150? Non, à Drummondville. Okay. Ça, c'est Victo. Ça, c'est à Victo. C'est ça. Puis c'est pas loin, mais c'est pas la même ville. Puis donc, t'appelles, les artistes t'appellent, puis il y a quelqu'un qui pointe avec des popsicles. Ben voyons donc! Pour un bon plaisir. Puis là, Sam était... c'est très drôle. Là. Fait que là, Sam me racontait que le soir d'avant, il y en avait un peu... Il avait appelé, puis il y avait plein de popsicles encore dans le frigo. Puis là, à la fin du spectacle, je suis retourné saluer Pierre-Yves, puis là, Sam a décidé d'appeler. En tout cas, ça donnait un moment loufoque, mais qui me permettait... Mais là, c'est pas toutes les entrevues où je passe autant de temps. Souvent, je m'assois avec quelqu'un dans le bureau de son gérant ou dans un café ou à la presse, puis là, c'est davantage une conversation. Mais là, le plaisir qui nous est permis à la presse, c'est que des fois, on est envoyé comme ça pour une journée au complet avec quelqu'un, puis... Là, tu sais, évidemment, tu cherches à faire une entrevue classique, mais il y a aussi des moments où, tu sais, je traînais autour, puis là, Pierre-Yves jase avec Michel, son gérant, puis avec Sam, sa première partie. Ça a l'air anodin comme ça quand tu lis pas le texte, là, mais tu sais, je trouve que ça témoigne quand même de genre sa folie quotidienne, puis le plaisir qu'il doit transmettre en général, de juste comme ça, sa bonne énergie finalement, là, tu sais. Qu'on a embarqué dans le running gag. Merci. Moi, non, puis là, ce qui était amusant aussi, puis en fait, ce qui était parlant pour moi, tu sais, c'est que cette scène-là qui est amusante parce que c'est loufoque, tu t'appelles pour avoir des popsicles. En partant, c'est loufoque, mais c'est aussi que ce que me racontait Pierre-Yves pendant l'entrevue, c'est que durant ces plusieurs mois de rodage, il avait un peu perdu de vue que le principal objectif quand t'es un humoriste, c'est d'avoir du fun sur scène, puis qu'il était un peu trop dans sa tête, puis que
c'était devenu un processus trop cérébral, puis que là, vers la fin du rodage, il s'était rappelé que le show va être bon si moi j'ai du fun en le faisant. Donc là, tout ça, sans que j'aille le souligner au caractère gras, ça donnait un bel exemple de comment il avait renoué avec le fun. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre dans interviewer et critiquer après ça en même temps? Ouais, c'est quand même... je vais pas me mentir puis dire qu'il n'y a pas quelque chose de délicat là-dedans, dans le sens où la conversation que tu as durant une entrevue, la plupart du temps, elle est sympathique, tu sais, puis c'est chaleureux. Là. Il y a des contre-exemples, mais en général, là, quand j'interviewe un humoriste québécois, ça va bien. On est gentil, on est parlable. Vous êtes très parlable. Puis donc ça va bien. Puis après, là, quand tu critiques, c'est une autre posture. Mais c'est pour ça aussi qu'à la presse, de plus en plus, on essaie que ce soit pas la même. C'est pas toujours possible parce que y a toutes sortes de contraintes avec lesquelles on doit vivre, avec lesquelles on doit travailler. Mais on essaie que ce soit une personne différente. Mais c'est sûr que, tu sais, après, à toutes les fois que je critique un humoriste québécois, je suis conscient que je vais la revoir un jour, j'aurai peut-être à l'interviewer ou à critiquer. Est-ce qu'il y a des malaises avec certaines personnes? Non, tu vois, là, présentement, je vais pas le nommer, mais il y a un humoriste québécois qui va présenter une nouvelle tournée bientôt, qui a commencé son rodage. Puis j'avais fait une critique quand même assez sévère de son précédent spectacle dans Le Devoir, à l'époque où j'écrivais pour Le Devoir. Puis il m'avait même répliqué dans l'émission de radio à laquelle il répliquait de manière taquine. Taquine. On sentait qu'il était pas content, là, mais il a pas pris une demi-heure de temps d'antenne pour me répliquer. Ça sentait l'amertume. Ça sentait un peu l'amertume. Après, je comprends qu'il était pas content. Mais donc, sa relationniste m'a écrit pour me dire, est-ce que t'aimerais interviewer cet humoriste-là au sujet de son nouveau spectacle? Puis j'ai dit, moi, ça me dérangerait pas, mais peux-tu juste t'assurer qu'il te confie de vérifier avec lui, tu sais? Puis elle m'a dit que qu'il voulait m'en parler, là, qu'il voulait qu'on revienne là-dessus, ou que là, je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, là, parce que je l'ai pas encore rencontré, donc on va voir ce que ça va donner. Ok, mais c'est pas pire, là. Peut-être que tout ça est un guet-apens, puis que je vais sortir de là avec un œil au beurre noir. Eh ben, il faut qu'on te le présente aujourd'hui. C'est comme En direct de l'univers, mais à l'envers. Fait qu'on verra, mais moi, de toute façon, j'écris aucun texte des fois, il y a des propositions artistiques qui te mettent un peu en colère, parce que tu dis ça, c'est paresseux, ou ça véhicule des idées qui me semblent un peu appartenir à une autre époque. Mais après, je nourris pas d'amertume ou de colère plus longtemps qu'il faut. Là. C'est pas ça mon travail. Là. L'idée, c'est pas de critiquer des personnes, mais d'écrire, de mettre en contexte des œuvres qui sont créées par des personnes. Fait que c'est sûr que je comprends que pour ces personnes-là qui l'écrivent, c'est difficile de faire la distinction, mais c'est quand même ça. Là. C'est pas la personne que je critique. Mais après, c'est sûr qu'en humour, c'est d'autant plus difficile que la personne qui est sur scène, elle est elle-même, en tout cas, elle incarne une version d'elle-même, c'est ça, puis souvent elle raconte des histoires qui lui Mais pour sont moi, il y a tellement de bugs avec les critiques. T'sais, premièrement, les critiques sont souvent faites dans les programmes médiatiques. Les programmes médiatiques, souvent, c'est pas le vrai 15% qui est le fanbase, qui vont, les 4-5 premières rangées, ça va être le fanbase. Après ça, les gens de l'industrie qui sont morts en dedans, qui rient à rien, des critiques, puis des billets donnés, ou qui rient pas. Fait que faire une critique sur cette prestation-là, qui est zéro représentative de la tournée ou de ce qu'un show est normalement, ça, je trouve que c'est un bug, mais aussi, je te pose une colle. Ouais. Pour moi, il me semble qu'un critique de musique doit avoir gratté une guitare. Moi, je sais pas, j'écris beaucoup sur la musique, puis j'ai vaguement joué de la batterie, mais j'étais un très mauvais musicien, là, donc non, je pense pas, parce que, en tout cas, dire ça, ce serait rejeter de l'histoire du journalisme artistique à un paquet de gens. C'est ce que je suis en train de faire. T'as le droit, Charles. Non, mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a... Tu vois, là, il t'a dit Charles, mais pas Monsieur Deschamps. Pour toi, il faudrait que j'ai une expérience en humour pour en parler de manière adéquate. Adéquate, je dis pas que c'est pas adéquat ce que tu fais, mais j'ai l'impression... C'est pas adéquat. J'ai pas dit ça! Mais j'ai l'impression, un peu comme les commentateurs sportifs à 110% ont tous joué au hockey, j'ai l'impression que d'avoir performé ce temps-là pendant 1 an ou 2, de comprendre certaines affaires, amène une vision qui peut être très, très... Après, là, je vais pas prétendre connaître tous les rouages puis tous les mécanismes de l'humour, mais il y a des manières de comprendre comment se crée un spectacle d'humour, comment s'écrit une blague. Mais ça t'a-tu déjà tenté? Non, pas pour vrai, non. Puis je me suis intéressé... je veux dire, l'humour est présent dans ma vie parce que je suis un Québécois qui va avoir bientôt 40 ans, donc j'ai grandi dans les années 90, début des années 2000, j'ai regardé musique plus à fond, tu sais, comme l'humour. Oh, l'humour a fait partie de nos vies. C'était là, on le respirait comme on respire de l'air. Mais c'est vraiment... J'ai commencé à m'intéresser davantage à l'humour, mais ça correspond aussi à un moment où l'humour québécois devenait de plus en plus... En tout cas, m'intéressait, moi, de plus en plus, avec l'arrivée du ZooFest puis d'une nouvelle génération...
qui présentait des choses différentes de ce qu'a incarné l'humour des années 90, là, qu'on a beaucoup ridiculisé puis réduit à des pantalons de cuir, des jokes de blonde. Ouais. C'est un peu exagéré ça aussi parce qu'il y avait plein de belles choses qui se sont faites à cette époque-là. Là. Je voudrais pas mettre tout le monde dans un même panier, mais j'avais quand même moins l'impression. Il y avait un souffle nouveau. Là, c'est ça. Il y a ceux qui ont les humoristes qui ont été populaires à Musique Plus, Louis-José Hood, Patrick Groux, Mike Ward, qui après ont donné naissance à toute une autre génération de gens qui ont pas mal autour de mon âge. Tu parlais de Phil Roy. Ouais, la génération d'en route de mon premier gala, les premiers batchs. Puis... Cette gang-là, la gang qui a brillé au ZooFest. Puis c'est à partir de ce moment-là où à peu près que moi j'ai commencé à écrire sur l'humour parce que je collaborais au Devoir. Puis c'était comme un... Ben c'est ça, il y avait pas grand monde qui s'y intéressait. Puis là, moi, je voulais juste avoir plus de job. Fait que j'ai proposé d'écrire là-dessus. Tu sais, j'ai fait un papier sur sous-écoute, puis je me souviens d'avoir dû un peu, pas convaincre, mais tu sais, défendre l'idée de pourquoi c'était essentiel à mes yeux de parler de ce phénomène-là qui prenait l'ampleur. Je pense que tout le monde l'admet, là, que sous-écoute, c'est un phénomène culturel majeur. Définitivement. T'sais, une fois que t'as rempli le Centre Bell, ça va, là. Mais là, ça fait quoi, 7-8 ans, c'était peut-être moins évident. Puis c'était dans la foulée de tout ce que Mike Ward a vécu dans l'affaire Jérémy Gabriel, donc là on le prenait pour un grand méchant encore dans bien des milieux. Mais donc mon intérêt pour l'humour s'est développé en parallèle avec avec les textes que j'ai écrits, tu sais. Donc, ça m'a jamais vraiment... En fait, j'ai beaucoup de respect, puis c'est ça que j'essaie de... J'ai du respect pour tous les artistes, là, mais j'essaie de garder en tête, puis c'est ça que je me dis à toutes les fois, surtout quand tu vas au bordel, puis là, tu vois quelqu'un qui essaie quelque chose qui est pas terminé, là. Ça prend vraiment... C'est la forme d'art qui demande le plus grand courage pour moi, parce que t'as pas de... Tu t'en vas présenter des versions inachevées. Là, oui, c'est ça, puis t'as pas le choix de passer par là. T'sais. Puis la réaction fait foi de tout. Puis c'est ça qui différencie aussi mon travail en tant que critique, c'est que quand tu parles de musique, mettons, tu sais, la musique ne crée pas une seule réaction, tu sais. T'écoutes une toune de Caïn, puis une toune de Caïn, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais elle peut te faire... il y a des tounes plus tristes, il y a des tounes plus joyeuses, mais tu peux réagir de la manière de ton choix. Il y a des tounes qui sont bonnes qui te font pas danser, il y a des tounes qui te font danser qui sont pas bonnes. Puis il y a des gens qui vont danser sur tout, puis il y a des gens qui dansent pas du tout. Il y a comme un parapluie de... Il y a comme un arc-en-ciel, c'est pas la même chose, un parapluie, un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel de réaction. C'est ça, un camailleux de réaction possible à une toune. Mais en humour, tu peux rire de différentes manières, mais la réaction attendue, c'est quand même un rire. C'est pour ça que ça m'amuse toujours quand les gens me demandent, après avoir lu une de mes critiques qui est plus sévère, puis les gens disent, est-ce que ça riait dans la salle? Oui, ça arrive jamais, surtout dans une première, là, que les gens rient pas. Les gens sont là parce qu'ils aiment cet humoriste-là, ils adhèrent à son univers, ils aiment sa proposition. Donc, tu sais, il faut vraiment que ce soit une sérieuse catastrophe pour que dans une première, il y ait peu de rire. Les gens, après, il y a différents types de rires, puis il y a des rires qui sont vraiment plus costauds que d'autres. Puis c'est pour ça que les gens, après, nous disent, pour qui tu te prends de critiquer ce spectacle-là, ça rit dans la salle. Effectivement, ça fonctionne, cet objectif-là est atteint, mais pour moi, si on est pour prendre le stand-up, l'humour au sérieux, on peut en dire autre chose, tu sais, puis il y a des rires, je pense que vous allez être d'accord, qui sont plus faciles que d'autres. Et si l'humour, l'objectif est le rire, mais comme la musique, il y a plusieurs possibilités de réaction, la critique, est-ce que tu vises un seul objectif ou tu vises une panoplie d'émotions, justement? Quand tu écris une critique, c'est quoi le résultat que tu veux créer? Je pense que en humour, c'est aussi de décrire ce que le spectacle tente d'accomplir. Après, puis c'est ça de dire, le situer, mettons, dans le paysage humoristique actuel. Donc, cette personne-là fait ça. Le situer aussi par rapport à ce qu'il a fait précédemment, dans la mesure où, si j'ai vu les autres spectacles, là, je peux le faire. Le placer dans son contexte. Oui, c'est ça. Tu sais, comme récemment, j'ai fait la critique du nouveau spectacle de Mariana Mazza. C'est un spectacle dans lequel elle propose quelque chose qui est assez différent. En tout cas, il y a des bonnes portions du spectacle qui sont très différentes de ce qu'elle faisait précédemment. Donc là, c'est intéressant de le situer par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé, parce que les gens, en tout cas plusieurs personnes au Québec, ont une image très, très figée de ce qui est Mariana Mazza et de ce qu'elle fait. C'est la grande gueule qui parle fort. Donc là, dans son nouveau spectacle, elle fait quelque chose de différent. Déjà, mentionner ça, expliquer ça, pour moi, c'est intéressant. Après, parler sans utiliser trop de termes techniques au sujet des mécanismes puis des procédés humoristiques,
le dire si elle fait plus de l'humour d'observation, si elle fait plus si elle raconte plus sa vie, ou si c'est de l'humour absurde, ou bon, tout ça me semble intéressant. Puis après la situer sans nécessairement la comparer avec les autres, dire après ça peut être intéressant aussi de mentionner, mettons, quand je suis allé voir Simon Gouache dans un spectacle, les gens dans un spectacle de Simon Gouache rient très fort, d'une manière qui peut devenir incontrôlable. C'est de très haut niveau, là. C'est ça. Fait que là, ça mérite aussi d'être souligné. Ce gars-là, il est au sommet de son art. Là. Il est pas juste bon, il est très, 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 très bon. Il a toujours été bon, mais là, il est vraiment spécialement bon. Là. C'est comme l'année où il va marquer 50 buts. Là. C'est son Nirvana. C'est son Nirvana. Est-ce que la critique sert à être un miroir de l'œuvre qui est présentée puis peut-être la faire avancer ou de faire avancer l'artiste, ou ça sert à un peu plus sécuriser peut-être le consommateur dans son futur achat de billets? Moi, c'est vraiment ça, puis c'est ce qui me rend le plus heureux quand... parce que c'est ça, il y a des humoristes ou des artistes en général qui vont dire la critique devrait me pointer sur les faiblesses de mon spectacle pour que je puisse l'améliorer. Puis c'est là où je reviens à ce que tu disais tantôt. Là, ma réponse à ça, c'est je ne suis pas un humoriste, je suis pas un auteur d'humour. Mon texte, c'est le texte c'est l'expression consacrée de René Aumier-Roy, grand critique culturel qui nous a quittés récemment. Le critique, c'est un spectateur professionnel, donc c'est quelqu'un qui va voir beaucoup de spectacles, puis son expertise, je le mets en gros guillemets, repose là-dessus, sur la quantité de spectacles qu'il a vu. Là-dessus, je peux dire que oui, là, dans les 5 dernières années, j'en ai vu beaucoup des spectacles d'humour en rodage, lors de premières. Je vais au bordel une fois de temps en temps, au terminal, donc j'en vois. La petite expertise que je m'attribue repose là-dessus. Mais j'aurais jamais la prétention de te dire qu'est-ce qui fonctionne pas dans ton spectacle. Ça, ce serait vrai, ce serait tellement prétentieux de ma part que j'oserais jamais faire ça. Puis mon texte s'adresse pas. De toute façon, les lecteurs de la presse sont beaucoup plus nombreux que la seule personne qui a créé. Tu fais un texte à la presse à la place de rentrer dans les DM d'un humoriste pour dire hey, t'as-tu passé à ça à la place? Ouais. C'est ça. Fait que ton public, ce serait juste notre public, puis je te confirme qu'il est très petit. Oui, mais non, mais là, il est grandissant, là, les gars. Il est très grandissant. Donc, je m'adresse aux lecteurs et aux lectrices de la presse pour. Puis il y a aussi ça, puis tu sais, le rôle de la critique en musique, par exemple, a beaucoup changé au cours des 10-15 dernières années, parce que quand moi, j'étais ado, jeune adulte, tu lisais des critiques pour savoir dans quoi je vais investir mon 20$. Je m'en vais chez HMV, chez Archambault, j'ai 20$, lequel que j'achète entre le T'as pas le budget d'acheter 72 CD semaine, tu choisis. Tandis que maintenant, c'est gratuit, fait que le monde... Oui, tu peux te faire ton idée par toi-même. Donc là, le rôle de la musique, de la critique de musique est appelé à changer, change beaucoup. Dans l'opinion... Puis, mais c'est aussi que, tu sais, moi, je trouve que notre rôle, c'est plus de pointer vers des choses puis de dire, hey, il y a ce truc-là. Si vous aimez telle affaire, il y a aussi cette chose-là qui pourrait vous intéresser. Quasiment diffuseur culturel rendu là, ou genre... Ouais, en tout cas, c'est quoi l'expression qu'on Influenceur. Mais en... aider à la découvrabilité, genre. Oui, c'est ça. C'est très lié à la découvrabilité. Philippe, il y a du vocabulaire, c'est impressionnant. T'es un auteur, hein? Alors que en humour, l'offre est abondante, mais elle est plus restreinte. Puis les gens font des choix, tu sais. Là, moi, j'ai le luxe, le bonheur de pouvoir aller les voir gratuitement, ces spectacles-là, mais les gens, il faut qu'ils paient. Ça coûte cher aussi aller voir un spectacle. Je pense que le foyer moyen, c'est 2 spectacles d'humour par année qu'ils vont voir. Fait que c'est quand même un investissement considérable. Puis entre aller voir une figure établie puis prendre une chance avec un nouveau venu, il y a un risque parce que je le connais pas. Fait que il y a un humoriste récemment, puis ça m'a touché, qui m'a dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit après mon spectacle qu'ils avaient acheté des billets parce qu'ils avaient lu ta critique, puis là ça avait, je sais pas si ça les avait convaincus, ça avait fini de les convaincre, disant, ce gars-là m'intéresse, puis le texte dit que c'est vraiment bon, ok, je vais y aller. Parce que probablement que son public de base est pas exact, genre il rejoignait pas les mêmes personnes, donc ouais, mais c'est un humoriste dont c'était le 2e spectacle, puis dans la carrière est en développement, donc ça c'est le fun de se dire, c'est complètement fou, le monde achète un spectacle qu'ils connaissent pas les tunes. Ouais. Tu sais, contrairement à la musique, si t'en vas voir, je vois ici ce que je m'en vais voir juste l'artiste les performer, là. Puis aussi, je veux dire, ce qui est encore plus drôle en humour, c'est que là, non seulement ils connaissent pas les tunes, mais ils ont pas entendu l'humoriste en parler en entrevue, parce que de plus en plus, la tournée est annoncée, le poster est conçu, les communiqués de presse sont envoyés, les billets sont en vente, puis le show, des fois, est pas encore en rodage, est pas vraiment écrit. C'est fou, c'est 3 ans d'avance pour réserver ça maintenant. Mais tu sais, c'est pour ça que tu dis souvent, genre, les gens aiment les humoristes plus qu'ils aiment l'humour en général, mais c'est parce que ça prend vraiment comme
de la foi de dire genre il faut vraiment que t'aimes quelqu'un pour aller voir quelque chose que t'as rien entendu parler d'eux. Puis il y a aussi, mais c'est ça, tout ça témoigne de l'omniprésence des humoristes dans le paysage médiatique. Les gens aiment aller voir en spectacle quelqu'un qu'ils connaissent. Les gens connaissent les artistes par le biais de la télé, de la radio, qui est tout le temps à la télé ou à la radio, les humoristes, en tout cas beaucoup plus que les artistes de la chanson, que les artistes de théâtre. Mais puis après, c'est pour ça aussi que de plus en plus, là, c'est un nouveau phénomène, les comédiens qui présentent des one-man shows. Ouais. Les compagnies de production savent très bien que oui, qui vous volent des jobs. Les humoristes volaient les jobs des comédiens. Puis là, ça va faire, là. Fair enough. Mais après, Patrice Lécuyer présente un spectacle parce que ça lui tentait bien. Là. Je veux pas remettre en doute son désir de faire ce show-là. Mais Patrice Lécuyer, le monde ne le voyait pas comme un humoriste, mais j'ai travaillé avec à la prière de Paul Whiteflower. C'est un monologue par semaine qu'il livrait quand même. Oui, il est très très drôle. C'est vraiment, on oublie parce qu'on est peut-être un peu trop jeune que dans les grands bye-bye du début des années 90, il était hilarant. Et improvisateur à la base, là, pas juste animateur. Là, c'est juste ça l'a occupé une grande partie de sa carrière. Mais quand même, pour un producteur, investir dans une tournée de Patrice Lécuyer, ben, je vais pas dire que c'est un sure shot, mais c'est sûr que... T'as le coup de billets vendus, t'es correct. Oui, là. c'est ça. J'ai pas eu le même appel. Ça ne saurait tarder. Là. Pour toi, la personne qui appelait Charles tantôt, c'est peut-être ça. Là. C'est peut-être ça, c'est peut-être toi. Pour toi, c'est quoi un mauvais spectacle efficace? Dans le sens, il y a eu des rires, mais c'est quoi un mauvais spectacle d'humour? Ou à l'inverse, c'est quoi un bon spectacle aussi? J'aime vraiment le terme public professionnel, là, parce que nous, on a parlé 1000 fois en tant qu'humoriste, c'est quoi un bon spectacle? J'ai envie vraiment que t'abordes cette question-là en tant que public professionnel. Ok, c'est une vaste question. Il y a plein de spectacles qui accomplissent leur objectif de faire rire puis qui pour moi sont moins réussis parce qu'il y a plein de manières de faire rire en utilisant des clichés puis des stéréotypes. Déjà, je veux dire, utiliser des clichés, c'est agaçant. Puis là, si en plus, parce que t'as l'impression de déjà avoir entendu cette joke-là, puis de plus en plus, là, je suis pas le premier à le dire, mais le public québécois en humour, je pense qu'il s'est vraiment fait l'oreille à la musique de l'humour. Puis là, s'il y a un procédé dont les ficelles sont trop évidentes, trop apparentes, le rire va être moins fort parce qu'on l'a vu. Beaucoup plus éduqué. Oui, beaucoup plus éduqué. C'est comme voir un tour de magie que tu connais le tour. C'est ça. C'est plate. Il y a quelque chose vraiment dans l'humour qui relève du tour de magie, puis c'est pour ça qu'il y a des procédés où tu le vois, tu vois le magicien faire, tu vois le lapin pendant qu'il est dans le chapeau, puis pendant qu'il sort du chapeau, ça fonctionne pas. Ou c'est moins efficace. Donc, puis là, après, si t'ajoutes par-dessus ça, non seulement des clichés, mais des clichés qui sont enracinés dans des stéréotypes raciaux, des stéréotypes au sujet des femmes, au sujet des minorités sexuelles, là, ça devient... moi, je trouve ça difficile, mais ça... Punch it down, puis aller dans le déjà vu, c'est... Ouais. Puis après, moi, je trouve qu'un spectacle... Mais faut que tu sentes le... Après, ça dépend, là, mais il y a beaucoup de shows encore où je sens le texte. Je sens l'écriture, je sens l'apprentissage par cœur de l'humoriste sur scène. Puis je pense que c'est surtout chez des gens qui appartiennent peut-être à une autre génération. Ça, moins incarné, donc ça a l'air moins authentique à ce moment-là. Ben, il y en a encore, tu sais, l'humour des années 90 avec les blacks entre les numéros, puis il y en a plus vraiment qui font ça, mais il y en a encore où tu sens cette idée-là. Voici mon numéro sur tel sujet, puis là, il y a une transition un peu maladroite, boiteuse, qui nous mène il marche à à l'autre côté de la scène où il y a un petit objet du décor qui fait référence à ce bout-là du numéro. C'est ça. Moi, je trouve que c'est pour ça que c'est drôle. Tu sais, il y a souvent un metteur en scène qui est crédité pour les spectacles d'humour au Québec, puis on dirait que chez certains, une mise en scène, ça veut dire de mettre des éléments de décor inutiles, alors que un des meilleurs metteurs en scène en humour, c'est Joseph Saint-Gelais, qui a travaillé avec Louis-José Hood, qui a travaillé sur les spectacles de Sam Breton, avec Patrick Groux aussi, avec plusieurs humoristes, puis tu sais, les shows de Louis-José Hood, le Sam Breton aussi, il n'y a pas vraiment de décor, ou c'est pas des éléments de décor majeurs, mais puis Joseph Saint-Gelais, il vient du théâtre, puis qui travaille avec ses artistes, c'est les déplacements sur scène, comment ils bougent, comment ils livrent il pourrait en parler mieux que moi. Ouais. Mais je pense qu'il a beaucoup fait travailler Sam Breton. Souligner des moments où c'est vraiment ça. Travailler à incarner finalement. Exactement. Puis c'est pour ça que lorsque tu vas voir ça, Sam Breton, ça fonctionne parce qu'il est talentueux, mais aussi parce que
l'impression que tu as, c'est qu'il te raconte cette affaire-là pour la première fois, alors qu'il en est rendu à sa 350e représentation. Donc, il y a beaucoup de ça. Puis après aussi, là, tu sais, il y a comme il y a des phénomènes de mode, puis on les sent. Moi j'aime les spectacles où un humoriste je pense qu'il y a une forme de mise en danger, de vulnérabilité, puis ça veut pas dire de parler de choses qui vont faire pleurer le public, mais je pense que les bons spectacles d'humour font quelque chose où tu te dis tabarouette, il marche sur un fil de fer présentement, tu sais. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être aussi parce que tu vas voir Daniel Grenier, puis là, il fait des affaires tellement bizarres que tu sais plus si t'es dans un show d'humour ou juste dans... dans sa tête. Là, oui, il t'invite dans sa tête. Puis là-dedans, je trouve qu'il y a une forme de prise de risque. Ouais, je comprends. Quand je vais voir Catherine Levac, mettons, puis qu'elle parle de sujets très, très intimes, puis qu'elle épouse un rythme qui est très, très singulier, où il n'y a pas nécessairement un rire à chaque 30 secondes, je trouve que là, il y a une prise de risque. Puis, en fait... pour moi aussi, un bon spectacle d'humour, c'est quand il y a une cohésion d'ensemble. Ça veut pas dire de raconter une histoire qui a un fil narratif, mais ça veut dire ça dans des spectacles de stand-up plus traditionnels. Sur un Daniel Grenier, ça veut dire autre chose. Il te raconte pas nécessairement une histoire, mais là, c'est ça, c'est une incursion. Mais que ça soit un spectacle un peu comme un album de musique pour avoir une... Oui. Peut être une œuvre, autant qu'il peut y avoir des bonnes tunes, des mauvaises tunes, mais si l'album... Que ce soit cohérent, j'aime vraiment l'idée. Puis, mais là, mettons, pour revenir à un phénomène de mode, tu sais, avant, il y avait le numéro touchant, puis là, c'est plus justement le numéro vulnérable, là, où, tu sais, je ralentis le rythme, puis là, je vais vous dire quelque chose que je devrais peut-être pas vous dire, puis là, ça, c'est clairement, je parle beaucoup de lui, mais c'est clairement l'influence du show de Louis-José Hood, où il racontait... L'avortement? Non, celui le plus récent, où il racontait sa peine d'amour. Là. OK. Clairement, ce spectacle-là a fait des petits, puis après, il y a aussi, c'est l'influence d'un phénomène américain, là. Mais je pense que ce spectacle-là, qui s'appelait comment, donc? Mais le mauvais choix. Mais le mauvais choix, ouais. Merci, Olivier. Il est tellement fort, il connaît ça, l'humour. Je te vrai. Faisait 5 minutes, je me le répétais. Mais le mauvais choix. Puis après, je veux dire, il y a une grande... Mariana Madza a fait ça dans son nouveau spectacle. Elle fait pas tout le long, mais vers la fin, il y a un numéro qui est plus de ce ordre-là. Puis, mais ça fonctionne aussi parce que là, il y a, tu sais, c'est étonnant. Mariana Madza qui parle fort, là, soudainement, elle murmure, puis elle nous raconte quelque chose de bouleversant. Wow. Là, ça le fait. Parenthèse, je pensais à ça tantôt parce que tu disais qu'elle travaille très fort à se défaire d'une certaine image de vulgarité, là, tu sais. Ouais. Puis elle a dit en entrevue récemment que genre, alors qu'on le reproche pas à des gars comme Mike Ward, mettons des trucs de même, là. Puis la comparaison était bonne, mais je me suis demandé, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est peut-être la première depuis Louis-José Hood qui travaille autant à défaire une première impression médiatique. Louis-José a travaillé très longtemps à se détacher de ça, et j'ai l'impression qu'elle est dans la démarche de se détacher. Personnes qui ont été hashtag MeToo qui essayent de défaire une image. Comprends ton point. C'est assez flagrant, là. Je comprends ton point, mais ça, c'était pas la première impression. C'était la dernière. Ça dépend pour qui. C'est vrai. Mais effectivement, mais en même temps... En tout cas, c'est chiant pour elle, mais culturellement, je trouve ça intriguant de voir cette démarche. Avec Louis-José Hood, c'est que c'est une première impression qui repose pas vraiment sur la réalité ou qui reposait de moins en moins sur la réalité à mesure qu'il présentait de nouveaux spectacles. En fait, tout ça a été cristallisé par ses publicités qu'il a fait pour un supermarché. Loblaws. Voilà. Alors que Mariana, c'est quand même vrai que, je veux dire, elle déplace de l'air, puis elle sacre encore beaucoup sur scène. Puis moi, le truc, puis ça m'arrive de souligner ça quand je vais voir certains shows qu'il y a trop de sacre. Puis c'est pas que ça, ou qu'il y a trop de vulgarité, tu sais, les gens là, ça revient souvent dans les courriels que je reçois de nos lecteurs puis nos lectrices, c'est que je pense que c'est des gens d'une certaine génération mais qui reprochent à l'humour québécois actuel d'être trop pipi caca. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup il est question aussi de sexe. Puis c'est vrai que c'est un sujet qui est omniprésent, puis tu sais, c'est un sujet qui fonctionne parce que ça nous charge. Ça reste toujours tabou. C'est tabou, c'est ça. Mais à mesure qu'on en parle, ça devient de moins en moins tabou, donc l'effet choc est moins important. Puis c'est la même chose avec les sacs, tu sais, les humoristes qui sacrent aux deux mots, ça peut devenir une forme de béquille, puis si tu t'en débarrasses, le sac que tu vas utiliser à la 30e minute de ton spectacle pour la première fois, je pense qu'il y a des chances d'avoir plus de punch.
Si tu me permets. Vas-y. J'ai pensé. Je me suis donné une question par rapport à Marianne Mazet. Est-ce que t'es plus prudent de faire une critique d'un premier spectacle versus un 2, 3, 4e, étant donné que tu donnes justement une première impression au public? Je pense que oui, dans le sens où... oui. Je pense qu'il y a comme... On présente cette personne-là. Puis même, tu sais, dans certains cas, on fait pas les critiques de toutes les premières exactement, là. Fait que non, c'est sûr que puis on mesure pas un artiste selon les mêmes barèmes, c'est-à-dire que faut aussi que tu prennes ça en considération. Moi, quand je vais voir Mégane Brouillard, quand je l'ai vu à sa première, j'avais déjà vu avant en rodage au ZooFest, mais tu sais, pour la plupart des gens, c'est leur rencontre avec Mégane Brouillard. Donc là, faut que tu prennes ça en considération. Puis les rires dans la salle aussi témoignent de ça. Les gens rient fort parce qu'elle est vraiment très très bonne, mais aussi parce qu'ils sont comme tabarouette, on la connaissait pas, mais il y a encore plus de surprises étant donné que c'est pour ça que j'ai encore plus d'admiration pour les humoristes qui s'inscrivent dans la durée, parce que là, quand t'es rendu à ton 4e spectacle, l'effet de surprise de François Bellefeuille, qui a les cheveux de même puis qui parle fort, ça s'est un peu émoussé. Fait qu'il faut qu'il travaille encore plus fort pour que son 3e, 4e spectacle fonctionne pour vrai. Fait que je te dis pas que que je suis moins que je suis plus doux avec les humoristes qui commencent leur carrière, mais c'est sûr que faut encore une fois placer tout ça dans son contexte. C'est quoi l'avenir des critiques dans l'ère médiatique où ce qu'on est, où ce qu'il y a de moins en moins de médias? Puis comme avant justement on sécurisait, je pense que la critique est très importante parce que c'était les médias sociaux prenaient moins de place. T'étais la seule personne en fait qui donnait un avis sur un spectacle. Avant les gens donnaient pas leurs avis parce qu'il y avait pas les médias sociaux. C'est comment tu vois l'avenir un peu de ton métier? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, dans les textes que j'écris, mes critiques d'humour, ça fait toujours partie des textes les plus lus, là. Les gens aiment ça, lire ça, puis les lisent parce qu'ils aiment les humoristes. Fait que je pense que les critiques d'humour sont appelées à rester, mais en même temps, on n'est pas tant que ça à faire ça, tu sais. On est quelques-uns à en faire à la presse. Je veux pas être insultant, mais c'est pas genre un métier en soi. Il y a pas une personne qui fait que ça, genre. Non, moi je fais pas que ça. Puis au Devoir, c'est Christian Saint-Pierre qui fait ça principalement. Au Journal de Montréal, Raphaël Gendron-Martin, puis quelques autres en font. Puis il y a les gens mais moi je me demande sincèrement si dans 40 ans ça va encore exister, dans le sens que pour moi c'est important les critiques du monde parce qu'avant il y avait que ça, j'ai connu ça, c'était important d'avoir une bonne critique, mais mettons un Jay du Temple qui refuse d'avoir des médias à ses spectacles quasiment pour pas avoir des critiques. Il fait pas de première médiatique. Il pas fait de première, mais tu vois, j'ai fait un papier l'an dernier ou l'année d'avant avec, on s'en va de l'autre côté du spectre avec Dominique et Martin, qui eux aussi avaient fait des premières au début de leur carrière, puis ont cessé d'en faire parce que... Le public est au rendez-vous de toute façon. Le public est au rendez-vous, ils savent que, leur proposition est probablement pas ce qui plaît naturellement aux journalistes. Donc, à quoi bon faire une première, se donner tout ce trouble-là? Parce que c'est quand même aussi de l'argent pour une production, là, ça c'est clair. Mais je pense que ça joue quand même un rôle dans le développement de certaines carrières. La réponse que je donne toujours aux humoristes qui crachent, ou du moins qui minimisent le rôle de la critique, c'est que tu es dans une station de métro à Montréal puis tu vois un billboard avec un humoriste qui s'annonce là. Qu'est-ce qui est autour de sa face? C'est souvent des citations tirées de la presse, du Journal de Montréal, de l'Agacé le matin, puis Radio-Canada le matin, etc. Donc, c'est encore un argument de vente pour eux. Puis, après, je pourrais aussi te répondre que est-ce que les médias écrits existeront encore dans 40 ans? Ça, c'est une question à laquelle c'est vraiment plus difficile de répondre. Là. Je pense que le rôle est important, mais la forme ou genre le média utilisé pour parler parce que pour prendre ce rôle-là va être différent. Pour reprendre ma comparaison avec la critique musicale, ça s'est beaucoup transformé au cours des dernières années, mais tu vas sur YouTube puis tu regardes Anthony Fantano, qui est le critique musical le plus influent présentement. Il écrit pas de texte, il fait des vlogs, là, il parle dans sa caméra, puis ce gars-là, son avis est attendu, puis quand il fait une critique négative, c'est pas rare que les artistes lui répliquent de manière assez c'est le gars chauve avec des lunettes, exactement. Ça, c'est Claude Rajotte. C'est Claude Rajotte, mais américain, puis un peu plus jeune. Écoute, très humain aussi. J'ai pas vu venir ce référent-là. Yo, tu m'as pris c'est mon seul référent musical. C'est un grand, c'est le plus grand, Claude Rajotte. Il y a de quoi de très humain aussi de rechercher la vie, tu sais, sur Spotify, on check les nombres d'écoutes, Amazon, on check les étoiles. Oui, c'est ça. Je pense que la critique d'humour est appelée à, en tout cas,
pour moi, elle est encore pertinente, puis elle a son public, parce que c'est ça, on va lire des affaires écrites tout croche dans Google, tu sais, machin, sur les restaurants. Fait que si tu veux aller voir un spectacle d'humour, effectivement, tu peux te tourner vers... Maintenant, dans les premières d'humour, il y a beaucoup d'influenceurs qui, eux, vont tous dire à quel point c'était le meilleur spectacle d'humour depuis les unions que ça donne d'Yvon Deschamps, tu sais. Imagine en anglais. Oui, en anglais, c'est encore meilleur. Fait pourquoi on lirait pas quelqu'un qui... Ma prétention, c'est d'écrire un peu mieux que quelqu'un qui fait un commentaire sur un restaurant. Dans le travail d'un critique, c'est pas aller chercher nécessairement des likes, c'est de... T'as le rôle d'un critique. Fait que, tu sais, quand tu vois des influenceurs, ils disent tout le temps que c'est bon parce qu'ils ont eu le billet gratuit. Ouais. J'ai un grand respect pour ce que tu fais, comme ton rôle dans le média et de la manière que tu le fais. J'entends le « mais » qui s'en vient. Mais, parce que je me questionne, parce que là, c'est comme, on valorise comme ce métier-là, puis Charles, mettons, tu l'as challengé, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu élitiste dans le rôle de critique versus quelque chose de plus populiste au final, là, tu sais, parce qu'on fait la différence avec Dominique et Martin, c'est genre, c'est des grosses tournées versus la critique. Y a-tu quelque chose un peu de comme montréalo-centriste, un peu, ou genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'est une critique assez classique du travail des critiques, puis j'habite à Montréal. Ma vie, c'est la culture. Qu'est-ce que tu penses de Marthe Laverdière? Mais j'ai pas vu son spectacle, la Marthe Laverdière. Mais ça se veut même pas comme une critique négative, mais je pense que c'est comme d'où la personne qui prend parole, ça va être teinté, c'est sûr. Là, c'est clair. On a tous des billets, puis on écrit tous à partir d'un endroit, là, pas d'un endroit physique, mais d'un endroit qui est notre éducation, là où on est né, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Fait que c'est pour ça que... En tout cas, moi, j'essaie, puis je dis pas que c'est toujours réussi, là, mais j'essaie quand même aussi de laisser transparaître que ce n'est que mon avis, puis de laisser comprendre aux lecteurs puis aux lectrices c'est qui la personne qui écrit ça. Fait que c'est sûr que mon point de vue sur Mario Tessier ne sera pas le même que mon point de vue sur Charles Brunet, mettons. Là, je prends deux exemples assez opposés. Et que ton point de vue de Mario Tessier n'est pas le même que quelqu'un d'autre dans d'autres situations, ailleurs, avec un autre bagage. Qui habiterait en banlieue, qui aurait peut-être plus l'âge de Mario Tessier. T'sais. C'est drôle parce que je suis allé voir Mario Tessier avec ma mère, sa première, puis mon texte était un peu sévère, je dirais. Puis, pas si sévère que ça, mais j'étais pas enthousiaste. Fais attention, il fait de la boxe. Oui, je sais. C'est dangereux. En même temps, mais c'est ça, tu sais, puis j'essayais de le nommer dans mon texte, de le dire clairement que, tu sais, il est jamais trop question de remettre en question le talent de ces personnes-là. Mettons, Mario Tessier ou José Godette, c'est des talents comiques exceptionnels, invraisemblables. Après, là, moi, je décris son spectacle, là, je reviens à ce que je disais tantôt, je mets ça en contexte. Puis c'est sûr que ça me rejoint, c'est moins mon type d'humour, mais j'essaie quand même de laisser entendre que il y a clairement un public pour ce type de spectacle. Surtout, c'est qu'ils ont tellement marqué le Québec à deux que c'est dur après ça de vendre un pâté chinois avec juste des patates. Oui. Tu sais, c'est... La comparaison est pas bonne, mais tu comprends. J'ai adoré. C'était un peu triste, mais quand je suis allé voir José Godette, qui a fait sa première quelques mois avant celle du dernier spectacle de Mario Tessier était dans la salle, puis il y avait des moments où on entendait le rire si caractéristique de Mario Tessier. C'est drôle. Puis là, c'était juste, ça nous rappelait. Puis il y a aussi un bout du spectacle de José Godet où il fait comme un 10-15 minutes, c'est comme un medley de ses personnages. Puis malheureusement ou heureusement, c'est vraiment le meilleur bout. Puis c'est ça, d'entendre en plus le rire de Mario Tessier, ça faisait juste nous rappeler à quel point ils sont bons chacun de leur côté, mais là, une fois qu'ils se mettent ensemble, tu sais, il se passe quelque chose. Là. T'es déjà parti d'un spectacle avant la fin et quand même sorti une critique? Non. Wow. Non. J'ai vu du monde faire ça. Ce que je fais, c'est que là, l'autre fois, je vais le dire, à la salle Pierre Mercure, OK? Si t'es assis au milieu, là, faut que t'attendes que tout le monde quitte pour sortir de la salle. Puis il disait, c'est interminable de sortir de cette salle-là. Puis les humoristes, lors des premières, ils reviennent sur scène après pour faire des remerciements. C'est long. Et là, souvent, c'est long. Ils remercient tout, c'est comme mon prof de primaire jusqu'à la personne qui a fait mes cheveux ce soir. J'ai vu Mike Baudouin, ça y a pris une minute, il était tête. Bravo, Mike. S'améliore. Bellefeuille, c'est la même équipe que l'autre show. Bête tout le monde. C'est drôle.
c'est aussi que je comprends que c'est important pour eux de remercier ces personnes-là qui ont joué un rôle majeur dans le show, mais on les connaît pas, tu sais. Ben là, moi, des fois, je connais ils remercient la relationniste, mais tu sais, ça dit personne au public c'est comme les remerciements à la disque, là, je remercie, on sait pas c'est qui, dis-moi quelque chose. Générique. Oui, c'est ça, mais dis quelque chose de pertinent à la place de remercier des gens comme, tu sais, Paul Thibodeau, Sophie, je sais pas c'est qui. Ouais. Donc, lorsque je suis allé voir Mariana la dernière fois, j'ai dit, je peux avoir un siège sur le bord de l'allée pour pouvoir, dès que ça se termine, je sors. Et en plus, j'étais assis à côté de l'équipe de Salut Bonjour. Et là, ces gens-là, c'est comme le show se termine puis ils se réveillent dans 15 minutes, eux autres. Là. Fait que Eve-Marie Lortie, qui anime, je la connais pas, mais elle était assise à côté de moi puis je l'ai entendu dire à sa chroniqueuse culturelle, fais pas le saut, là, c'est pas parce que je suis plate, là, mais dès que ça se termine, là, dès qu'elle fait sa dernière joke, moi, je me lève puis je sac mon camp. Elle l'a pas dit comme ça. T'as vu l'œuvre, finalement, là, après. C'est ça. Fait que, Eve-Marie Lortie s'est levée, est partie, puis moi, je lui ai emboîté le pas, là. Et là, ce soir-là, Mariana Mazza, elle a dit elle est revenue sur scène avec Alexandre, son ex. Alex Barrette. Alex Barrette, voilà, merci. Et ça, je suis un peu fatigué parce que j'ai de jeunes enfants. Et avec elle a fait monter sa mère sur scène. En tout cas, ça semble-t-il un moment très émouvant, comme on m'a raconté. Puis aussi, elle a interpeller les critiques en leur disant « Donnez-moi une bonne note ». Ouais. Et là, le truc, c'est que la presse, c'est le seul média à donner des notes. Fait que ça s'adressait clairement juste à moi. T'étais pas là. Mais en même temps, c'est correct que je l'ai pas entendu, là, parce que je veux pas avoir à prendre ça en considération. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai trouvé que c'était un bon spectacle. C'était d'ailleurs ma question, c'est je savais pas que c'était le seul qui donnait des notes, mais je me demandais quel était le plus difficile entre faire la critique ou donner la note. Donner des notes. J'aime c'est pas vraiment ça, particulier quand même. Moi, j'aime pas ça, puis j'ai pas vraiment. Je pense pas que j'ai un collègue ou une collègue qui aime ça. On trouve tous ça. C'est une commande du média, finalement. Oui, c'est ça. Ben avant, on avait des étoiles, on a changé pour des notes. Il y a un côté un peu clickbait qui est assumé, je pense, de. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'avant, on donnait des étoiles, puis là, on a changé en note sur 10 pour se donner un peu plus de marge de manœuvre. En 3 et 5, ça veut tout dire, mais c'est juste 3 notes différentes, là. Ouais, c'est ça. Sauf que le truc, c'est que ça change pas grand-chose parce que c'est toujours un peu entre 6 et 9. Mettons, j'ai donné un 9, c'est un show de Simon Gouache, son dernier spectacle, puis le plus bas que j'ai donné, c'est 4, mais tu sais, même cette fois-là... Mariana, j'ai vu 8. Mariana, j'ai vu 7, c'était Charles Brunet récemment. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme 7, c'est bon, là, mais après, c'est aussi que là, c'est difficile pour... Les étoiles, ça donnait comme un référent différent, là, les notes sur 10, le référent premier, c'est les notes à l'école. Ouais. Le même 6, c'est que ça peut être quand même bon dans notre barème. Mais c'est la note de passage. Ouais, c'est ça. Fait que là, les gens ils pensent que c'est la note de passage. J'ai passé ses fesses. Ouais. C'est pas bon. Une joke de moins petit coulet. Oui, c'est ça. Fait que c'est toujours un peu difficile aussi de comparer des trucs différents. Là. Fait que on essaie de garder en tête que c'est juste pour donner une idée générale de la qualité du spectacle aux gens qui vont lire le texte. Mais la fois où j'ai donné 4, le pupitre, là, c'est les pupitreurs, c'est les gens qui prennent nos textes puis qui les mettent en page puis qui s'assurent qu'on n'a pas écrit qu'on a bien orthographié le nom des personnes dont on parle puis tout ça, là, qui font un travail, c'est notre filet de sécurité. Le pupitre m'avait écrit à la fin de la journée, on regarde notre barème puis là, on trouve qu'en fait, par rapport à ton texte, il aurait fallu que tu mettes moins que 4. Ah ouais! Puis là, j'avais dit, mais tu sais, comme, rendu à 4 sur 10, vraiment, ça change. Je pense que les gens comprennent que j'ai pas tellement... Et je t'en veux encore. Non, c'est pas... C'est un spectacle Olivier, effectivement. Ben oui. On va devoir terminer bientôt l'épisode. Non! Mais on va aller dans l'épisode exclusif après. J'ai encore 1 million de questions à poser sur le Patreon. Mais juste avant, pour terminer, t'as nommé au début ta collection d'humour. Y a-tu des pièces qui rendraient jaloux les deux gars qui ont aussi une collection? J'ai hâte de te montrer la mienne. J'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quelques-uns. J'avais fait un article à l'époque où j'étais au Devoir avec une entrevue avec Louis-José Hood. Puis je lui avais demandé d'apporter ses disques préférés de sa collection parce que je pense que lui, il en a beaucoup. Ouais. Puis c'était cool. J'avais apporté les miens aussi. Fait que j'ai celui de Louis-José. J'ai les Yvon Deschamps, les classiques, les cyniques. Aussi je les ai. Quoi d'autre? George Carlin. Aussi je les ai. Il veut juste brag. Non, je sais que ça devient un combat. Chaud, impressionne-moi. Je pense pas que j'ai grand chose de spécialement rare, mais de toute façon, les vinyles d'humour, moi je fréquente beaucoup les disquaires d'occasion, puis mettons trouver les Steve Martin, là, c'est vraiment pas difficile. Là. C'était des trucs. Les Bill Cosby ont baissé de prix.
Je sais pas ce qui est arrivé. J'en ai beaucoup. Avec les Bernard Adamus aussi, ça a pas mal baissé le prix. Fait que, Joan, voyons. Tu vois, c'est mon cerveau. Ouais. Il n'y a pas de trouble. L'humoriste qui est décédé, humoriste américaine. On va l'avoir, les gars. J'ai juste Joan Didion en tête, qui est une écrivaine. C'est pas la même personne. La blonde, là. John Rivers. John Rivers. Voilà. J'ai un disque de Joan Rivers que j'aime beaucoup. C'est la jeune Joan Rivers. J'ai pas de disque, mais vous m'aurez pas ses référents aujourd'hui. Don Rickles. Je pense qu'il y en a pas fait beaucoup. Je pense qu'il en a fait juste un. Là. C'est comme, je pense que le titre, c'est A Dummy. Là, quelque chose comme ça. Il y a Dummy, en tout cas, dans le titre. Ça, c'est très bon. J'ai vraiment mon drug Alexa, il est juste à côté. As-tu le Don Rickles? Je pense que oui. Écoute, attends, je vais aller la chercher. Vas-y, oui. Let's go. Pendant que tu vas aller chercher, je vais te remercier d'avoir été là. Merci. Je suis tellement reconnaissant de ton temps. Vraiment, j'avais hâte de parler de ça parce que c'est vraiment un mythique, un peu là, comme... T'as la chance de parler à beaucoup d'artistes, mais genre, il y a aussi les gens qui te lisent, pis c'est un peu mystérieux comme rôle dans l'industrie, mais je respecte beaucoup comment tu le fais. T'es gentil, mais ça me fait plaisir de démystifier ça, parce qu'il y a de plus en plus aussi de... C'est plate, mais il y a de plus en plus... Je veux rien t'apprendre, il y a de plus en plus de... On est-tu bien sans Charles? Enfin! Le podcast vient de prendre une coche, honnêtement. Non, mais il y a beaucoup de méfiance à l'égard des médias. Ouais. Puis ça correspond à plein d'idées que les gens se font, puis là, des théories du complot, puis etc., qui sont absolument infondées, mais ça correspond aussi parfois au fait qu'on n'en parle pas assez de comment on les fait, nos textes, puis tu sais, qu'il y a aussi une grosse... On essaie qu'elle soit la plus petite possible, mais il y a une marge d'erreur, évidemment, dans ce qu'on fait. Puis des fois, je relis mes textes, puis je dis « Hey, j'ai été trop dur avec cette personne-là » ou des fois, j'ai été trop enthousiaste avec cette personne-là. Ça arrive. Puis, ça, c'est genre le 10e de ce que j'ai. Richard Pryor. Du Robin Williams, du Rodney Dangerfield. Rodney, ça c'est un grand. Complètement geek, ça fait ça. Vous pouvez les montrer à la cam parce qu'on dirait juste que vous... Woody, lui aussi, ça a baissé le prix des Woody Allen. Lenny Bruce. Quand même. J'ai Showtime de Dominique Michel. Dominique. Ça, c'est fou. Dominique Michel, c'est bon. Ding et Dong, Raymond DeVos, j'ai toutes les Deschamps. Ils vont des années 80. Je vais vous laisser geeker, je vais faire le out. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté l'épisode. On s'en va sur Patreon. Je veux dire, à l'intérieur, c'est tous des disques des Baronnets, par exemple. Il y a pas les bons CD, mais il y a les pochettes. Sur l'épisode exclusif, je veux qu'on parle de musique, premièrement, pendant qu'on a des disques dans les mains. Et je veux aussi... Il y a de quoi t'as une notoriété qui m'impressionne. Moi, c'est quelque chose que je veux dans ma carrière, d'avoir une notoriété. J'ai souvent nommé ça. Je sais pas trop comment faire ça, fait que je vais te demander des conseils. Okay. Parce que t'as vraiment un aura. Tu sais, juste quand tu rentres dans une pièce, en tout cas, quand t'es rentré, j'étais là. Non, mais il y a comme de quoi de... Arrête en fait, c'est de quoi... Non, mais c'est vrai que c'est de quoi que j'ai remarqué au début de tes podcasts. Souvent, le monde, il y a un grand respect de tes invités envers toi qu'on sent à l'écoute, fait qu'il y a de quoi de hot. Fait que je vais te poser la question. En journaliste, la notoriété s'acquiert par l'expérience, la rigueur, le fait de pas faire trop d'erreurs, des affaires comme ça. Puis je veux qu'on explore du côté créateur comment qu'on atteint une notoriété de créateur. Je pense que ça va être intéressant comme discussion qu'on va avoir. De donner la réponse, la rigueur, l'expérience. Ben, c'est ça, mais je pense pas juste ça. On va essayer d'amener l'épisode et au Patreon. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci. On continue derrière notre petit paywall. Si jamais vous voulez payer le petit montant, ça nous aide beaucoup à continuer de faire ce qu'on fait. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Tout ce que vous pouvez faire pour nous aider, ça nous aide d'une façon que vous n'avez pas idée à quel point. Donc, maintenant, Patreon.